Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Cette conférence de presse a pour but de vous présenter la proposition de loi relative à l'adaptation de la politique forestière et des milieux forestiers face au changement climatique. Je tiens tout d'abord à excuser Hubert Ott, membre du groupe démocrate, qui n'a pu se joindre à nous aujourd'hui. Je pense que je peux, au nom de mes collègues ici présents, vous dire que nous sommes heureux de présenter le fruit d'un travail collectif et transpartisan. Car cette PPL est signée par des députés de 5 groupes politiques et nous avons bon espoir que d'autres parlementaires s'associent à cette démarche. Cette PPL fait directement suite à la mission d'information que j'ai eu le plaisir de présider sur l'adaptation de la forêt au changement climatique. Ce rapport fait état des conséquences graves du dérèglement climatique sur les forêts. En 10 ans, le puits de carbone des écosystèmes forestiers a été divisé par 2. Les sols sont de plus en plus secs, ce qui augmente le risque incendie. Les ravageurs et parasites se multiplient. Les exploitations industrielles de nos forêts ne sont plus compatibles avec une gestion durable et la préservation de la biodiversité. Les coupes rases sont de plus en plus nombreuses. Et j'en passe. Le constat est alarmiste. Nous ne sommes pas les seuls à le faire. Je fais là référence à la tribune du 25 octobre, à l'initiative des scientifiques et des associations. Déjà, en mai, à l'appui du rapport de la mission, lors de l'examen de la loi visant à lutter contre les risques incendies, nous avions déposé de nombreux amendements préventifs pour une gestion durable de la forêt. Sans remettre en cause le fond de nos amendements, le gouvernement nous avait systématiquement renvoyés à un acte 2 de la loi. Fort de ce constat, nous, parlementaires, nous avons suivi l'engagement du gouvernement à la lettre en portant une proposition de loi transpartisane sur les forêts. Pour cela, nous avons échangé avec des députés de la plupart des groupes politiques, bien évidemment, sauf le Rassemblement national. Plusieurs parlementaires ont souhaité s'associer à notre démarche. Des députés du groupe Renaissance, comme Sandrine Lefeur, se sont joints à notre initiative. Nous regrettons que celle-ci ait été contrainte à y renoncer. Un texte serait vraisemblablement en négociation entre le gouvernement et la députée Sophie Panonacle. Nous regrettons la banalisation d'un travail transpartisan possible par le recours de la mainmise du ministère de l'Agriculture en charge des forêts. En tant que membre du groupe LFI-NUPES, permettez-moi d'émettre des réserves sur les intentions du gouvernement. Dans un entretien, Emmanuel Macron a annoncé que pour sauver le climat, il fallait inviter les collégiens à planter des arbres. Quant au ministre de l'Agriculture, il affirmait dans une audition qu'avec le changement climatique, nous n'avions qu'à changer nos essences forestières. Autrement dit, couper nos forêts indigènes pour replanter. Pour revenir maintenant sur le contenu de notre proposition de loi, elle se décline en 13 articles qui peuvent essentiellement se définir ainsi. La nécessité de critères de durabilité dans la politique forestière nationale et les documents de gestion en les rendant transparents. Deuxièmement, de favoriser la sylviculture irrégulière ou dite sylviculture à couvert continu. D'encadrer la pratique des coupes rases en limitant les seuils et la conditionnalité. Coupes soumises à autorisation pour faciliter le recours de tiers. De diversifier les essences pour la replantation. De préserver les sols forestiers en interdisant le dessouchage. De redonner la main au service de l'État dans l'élaboration des plans de chasse. D'améliorer la représentativité des conseils d'administration du CNPF et du CRPF en intégrant les associations environnementales et les agents de l'OFB. Nous proposons également de séparer l'activité de gestion et d'exploitation forestière de l'activité de récolte et de commercialisation du bois. Et enfin, permettre aux élus locaux d'exercer pleinement leurs droits de préemption forestière. Vous pouvez donc voir qu'il s'agit là d'une proposition de loi qui est le fruit d'échanges constructifs et a vocation à être la plus consensuelle possible.
Nous profitons de cette conférence de presse pour nous adresser à tous les parlementaires afin de poursuivre la co-signature de cette PPL et plus particulièrement au président de groupe pour permettre d'inscrire cette proposition transpartisane dans l'une des prochaines semaines parlementaires. Pour terminer, je souhaite remercier toutes les associations qui travaillent à la préservation de nos forêts, ainsi que les élus locaux qui nous ont aidés dans la démarche. Je pense notamment à Canopée, SOS Forêt, l'ORAF et les représentants des PNR. Je vous remercie. À qui ? Vas-y. D'accord. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Catherine Couturier, donc c'est cette proposition de loi, nous sommes heureux et heureuses de la présenter aujourd'hui à la suite d'un travail transpartisan. Donc c'est une proposition de loi qui en fait est issue, on va dire, d'un travail préliminaire. D'abord parce que de nombreuses fois au cours des années précédentes, nous avons présenté des amendements pour améliorer la gestion forestière. Et ensuite, puisque nous avons travaillé pendant 6 mois sur le rapport d'information donc sur l'adaptation au changement climatique de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers sous la présidence donc de Catherine Couturier. À cette occasion, nous avons eu de nombreuses auditions et je renouvelle aussi mes remerciements à l'ensemble donc des acteurs qui ont été entendus. Alors les constats sont là. Les forêts souffrent vraiment du changement climatique. On assiste à un dépérissement de plus en plus précipité des arbres. On sait que la fonction du puits de carbone perd donc de plus en plus de sa puissance, alors que en même temps, les forêts donc ont ce pouvoir de jouer un rôle de puits de carbone lorsqu'elles sont donc en bonne santé, et chose dont on a besoin dans la lutte contre le changement climatique. Bien entendu aussi, leur rôle de régulateur à la fois au niveau de la qualité des eaux, au niveau des pollutions et au niveau de la biodiversité, évidemment, sont absolument essentiels. Et puis, dernière chose, les forêts, évidemment, sont fortement menacées dans le cadre encore du changement climatique par les incendies. Alors, donc, une nécessité évidente, c'est qu'il faut qu'on puisse redonner donc à la forêt une vocation, une triple vocation, une vocation écologique, sociale et économique. Alors, pour nous, l'enjeu, c'était de trouver l'équilibre donc, entre donc, ces trois nécessités. Alors, par rapport donc, à ce qui a été dit, je vais juste revenir donc, sur quelques points de cette proposition de loi qui ont déjà été évoqués par Catherine Couturier. Bon, premier grand point, d'abord, c'est que pour que nos forêts deviennent résilientes, il n'y a pas le choix, les scientifiques nous l'ont redit, nous devons promouvoir donc une sylviculture irrégulière, c'est-à-dire une sylviculture qui prévoit la diversité donc, des peuplements. Alors, dans un des articles, on met en avant cette nécessité et on donne des objectifs. On a eu d'ailleurs l'occasion de discuter de la part de ces objectifs. Et on a retenu donc l'objectif de 30% de forêts irrégulières donc, en 2030 et un objectif à 70% pour 2050. Alors, donc, après, on a un article qui décline un petit peu plus donc, cette définition dans les réalisations, en demandant en dessous de 4 hectares 30% de diversification avec au moins 2 essences et au-dessus de 4 hectares 30% de diversification avec au moins 3 essences. Autre chose aussi pour que l'on soit sûr que les objectifs soient tenus, c'est qu'on demande dans un des articles à avoir une transparence sur l'ensemble donc, des documents de gestion forestière. Autre article essentiel, évidemment, c'est la limitation donc, des coupes rases. On sait que elles ont augmenté, notamment en parallèle du plan de relance, tout simplement parce qu'on pourrait imaginer que remplacer des peuplements suffirait à reconstruire une forêt. Alors ça ne se passe pas du tout comme ça, évidemment, et ce que nous on défend, c'est l'idée qu'on doit protéger donc, les forêts en partant de ce qu'elles sont et leur permettre de se régénérer tout en utilisant donc
les ressources dont on dispose et en amenant évidemment d'autres plans. Mais tout cela de façon réfléchie et aussi en se référant aussi aux études scientifiques, hein, qui nous apportent des éléments à la fois d'observation et des indications aussi pour qu'on puisse avoir une forêt résiliente donc à venir, hein, compte tenu de tous les éléments qui nous environnent et compte tenu du changement climatique. Dernier point sur lequel je vais insister, et puis je pense que mes collègues reprendront peut-être d'autres points, c'est la question aussi d'inscrire la forêt donc, dans l'espace économique. Hein. Et donc par rapport à cette situation, on donne là aussi un objectif, c'est de maintenir absolument les petites et moyennes scieries déjà qui existent sur le territoire, petites et moyennes structures aussi donc de transformation donc du bois, et si possible donc d'augmenter donc ce maillage sur le territoire. Alors comment? Eh bien tout simplement ce qu'on suggère, c'est que les aides publiques qui sont destinées donc aux entreprises, je vais dire de formation en général, soit tout simplement des aides qui soient ciblées vers donc des critères environnementaux. Je vais m'arrêter là donc pour le moment, céder la parole à mes collègues et puis on répondra plus tard aux questions. Merci beaucoup. Marie Pochon du groupe écologiste, députée de la Drôme. Je voulais également remercier Catherine pour son engagement et sa détermination à construire un travail transpartisan véritablement autour de cette question de la résilience des forêts face au changement climatique. C'est effectivement un travail qui fait suite au rapport de la mission d'information sur la résilience des forêts face au changement climatique dont elle était présidente. Et je crois que ce travail transpartisan avec 5 groupes différents montre bien et la preuve de la possibilité déjà de travailler en transpartisan, de trouver des points de compromis qui vont dans le sens des recommandations scientifiques aujourd'hui sur l'état de nos forêts, mais par ailleurs que ça donne de la force aussi au travail parlementaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de l'autorisation d'un quelconque ministre pour pouvoir avancer sur des sujets comme ceux-ci. Et je crois que c'est une réaffirmation aussi du rôle du Parlement au travers de ce type d'initiative. Et je voulais la remercier à ce regard. Moi, je suis bien évidemment d'accord sur les constats qui ont déjà été cités. Hein. D'abord, l'effondrement des puits carbone des forêts, qui ont été divisés par 2 depuis 10 ans dans notre pays. Le dépérissement aussi, qui affecte un certain nombre de nos forêts. La mortalité des arbres a doublé en 5 ans. On avait fait, en tant que coprésidente du groupe d'études Impact des changements climatiques, on avait fait une visite dans le Vaucluse le 26 juin dernier. Donc c'était dans le cadre de la préparation du texte de loi visant à lutter contre les incendies. Et on avait rencontré Julien Riffaut, écologue à l'INRAE, qui nous disait en réalité on n'y arrivera pas car peu importe les moyens qu'on y met, le feu gagne toujours. Et en fait, plus les forêts dépérissent, plus leur biodiversité est impactée, plus les feux de forêt se massifient. Et en fait, ça, c'est un vrai enjeu aussi pour nos forces de la sécurité civile, notamment les sapeurs-pompiers, qui vont faire face dans les années à venir à des feux qui vont se massifier et on ne va plus pouvoir faire face tout simplement. Donc c'est finalement ça le constat et c'est pour ça qu'il nous faut agir. Malheureusement, et ça a déjà été dit, on nous a renvoyé, lors de l'examen de ce texte sur les incendies de forêt, on nous a renvoyé à une proposition de loi transpartisane. Cependant, ni la proposition de loi, ni le transpartisan n'est arrivé. Et aussi, voilà, je vais encore remercier le travail collectif qui a été fait autour de cette proposition. On répond finalement aux injonctions et aux demandes du gouvernement sur ce sujet. Nous, écologistes, et ici je voudrais citer Lisa Bellouco et Nicolas Thierry, qui sont également co-signataires de ce texte au nom du groupe écologiste, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de faire passer la protection des forêts et du vivant dans leur ensemble avant les intérêts économiques court-termistes de certains, qui privilégient le productivisme et un renouvellement des forêts par des plantations en monoculture. Le rôle des forêts est absolument essentiel, puits de carbone, de biodiversité, le risque incendie allant s'aggravant. Notre priorité doit donc être aujourd'hui celle de maintenir et d'augmenter le stock de puits de carbone et donc des milieux forestiers, en accord avec les engagements internationaux de la France. De nombreux experts scientifiques et associatifs alertent
Alors, un certain nombre de choses sont annoncées effectivement en ce moment. Catherine est revenue dessus par ailleurs dans son intervention. C'est les 150 millions d'euros qui ont été débloqués par France Relance pour planter 45 000 hectares de forêt qui ont finalement été un échec. C'est l'engagement désormais du président de la République que de planter 1 milliard d'arbres, mais sans prendre en compte la qualité de ces arbres. C'est assez contre-productif à notre sens. Ce matin, on auditionnait en commission développement durable, aménagement du territoire, la secrétaire d'État à la biodiversité, Sarah El Haïry, qui disait, je cite, « être la garante et la défenseur de la diversification des forêts et de l'encadrement des coupes rases pour aller sur une diversification des sylvicultures, pour continuer à encourager la bonne santé des forêts ». Donc ces paroles doivent désormais se traduire en actes. Et effectivement, cette proposition de loi répond exactement à cette injonction. Les scientifiques, les ONG, les professionnels et nous élus présents ici et signataires de cette proposition de loi transpartisane appelons donc le gouvernement à modifier les principes et critères du renouvellement forestier, à sortir d'une logique comptable du seul nombre d'arbres plantés en misant plutôt sur l'amélioration de la qualité des récoltes sans en augmenter les volumes, et bien sûr à stopper les coupes rases en misant sur la diversification et le renforcement de la résilience des écosystèmes. Cette proposition de loi permet, entre autres, mais ça a déjà été dit, de fixer un seuil de limitation des coupes rases à 2 hectares, pratique qui, rappelons-le, dégrade les sols et menace les puits de carbone. Notre travail transpartisan est extrêmement riche, mais comme d'autres, je regrette que notre proposition de loi ne soit pas signée par de plus nombreux groupes ou de plus nombreux parlementaires en tout cas, et que les débats avortés sur le projet de loi de finances n'aient pas permis, encore une fois, de poser la question de la conditionnalité des aides, notamment en matière de gestion forestière. À notre sens, le sujet est trop important pour ne pas avoir une large majorité et demander dès maintenant une stratégie nationale ambitieuse d'adaptation des forêts au changement climatique. Et je vais rejoindre les intervenantes précédentes. Les propositions faites dans cette proposition de loi ont été travaillées avec de nombreux experts et associations des enjeux forestiers ou des enjeux climatiques et biodiversité. Je voulais les remercier et nous nous battrons pour défendre l'ensemble de ces propositions le plus largement possible. Je vous remercie. Bonjour à tous. D'abord, merci Catherine pour l'invitation. Je ne sais pas si j'ai une grande légitimité à prendre la parole aujourd'hui, mais en tous les cas, je te remercie de me la donner. Voilà, j'interviens plutôt en tant que signataire, on va dire, de dernière minute, mais en tous les cas, pour affirmer un petit peu, affirmer cette démarche démarche transpartisane. Et au vu du texte, évidemment, je partage complètement tout ce qui a été fait et je tiens à te féliciter pour d'abord l'esprit de cette démarche et puis les travaux qui ont été réalisés, effectivement sur la résilience des forêts d'une façon générale. Alors le constat a été largement rappelé par les collègues, hein. On prélève effectivement de plus en plus pour des questions énergétiques sur nos forêts, plus de 10%. On a une forêt qui est en mauvaise santé. Quand on replante, on se rend compte que 38% des jeunes plants meurent pour une question de sécheresse. En France, en 10 ans, on s'aperçoit que le puits de carbone a été divisé par 2. Donc on voit bien ces enjeux autour des gaz à effet de serre. Et dans le monde, plus de 420 millions d'hectares ont disparu. Notre pays n'échappe pas en fin de compte à la règle. Et si on ajoute les incendies qui sont venus de plus en plus nombreux, on se rend bien compte qu'au final, environ 12% des émissions de gaz à effet de serre sont imputables à la déforestation et à la dégradation des forêts. Donc face à ce constat, encore félicitations pour cette démarche. Et voilà, j'en suis parfaitement solidaire. Effectivement, préserver nos forêts, je crois que c'est tout simplement vital. S'il y avait peut-être un seul mot à trouver, c'est dire que c'est vital. Donc je tiens encore une fois à saluer l'initiative du groupe, où tu t'es inspiré en fin de compte de ta mission d'information précédente. Et puis, je crois aussi, j'ai cru lire qu'il y avait aussi beaucoup d'inspiration par rapport aux travaux qui ont été menés par Anne-Laure Catelot. Moi, elle était venue dans ma circonscription pour faire effectivement ce même constat. Et je crois que toutes les initiatives, qu'elles viennent plus à gauche, plus à droite, je crois qu'elles sont bonnes à prendre. Je crois qu'il y a un seul intérêt, c'est sauver notre forêt et puis et avancer tout simplement, quoi. Donc, de cette proposition de loi, il en sort 13 articles
qui se décline en gros en trois axes. Préserver d'abord ce qui est existant, sortir de la sylviculture intensive et puis obtenir une gestion forestière plus vertueuse. Je crois que ça a été largement rappelé par mes collègues. Moi, j'ai juste un petit regret, je dois dire, Catherine. Moi, je suis Jean-Louis Bricou, donc député de l'Aisne et membre du groupe LIOT. On est un groupe quand même qui est très sensible aux Outre-mer. Et il n'y a pas ce volet Outre-mer dans le texte de loi. Donc, oui, je crois que faut peut-être en reparler. En tous les cas, continuer à travailler sur le texte. Alors, je ne sais pas quelle suite va être donnée effectivement à ce texte pour lui donner un caractère. Il a déjà ce caractère transpartisan, mais on sait qu'en ce moment, au bureau de l'Assemblée est en train de se décider les critères nécessaires à donner un caractère transpartisan et est examiné dans les semaines de l'Assemblée. Dedans, il y a effectivement la signature. Il faut obligatoirement, apparemment, c'est pas acté complètement, mais on se dirige vers une double signature d'un président de la majorité et d'un président de l'opposition. Apparemment, il n'y a pas de conditions particulières sur le nombre de signataires et sur l'origine, en fin de compte, des signataires. Mais en tous les cas, j'espère qu'elle sera reconnue avec un caractère transpartisan et que je crois que si tout le monde est capable de travailler, je crois que c'est nécessaire par rapport à l'état de notre forêt, j'espère qu'elle aura une issue plus heureuse en tous les cas et pouvoir être débattue à l'Assemblée et qu'il y ait un aboutissement, je le disais, heureux. Félicitations encore et puis toute ma solidarité par rapport à votre démarche. Merci. Très rapidement, bonjour à toutes et à tous. Loïc Prudhomme, député LFI NUPES de la Gironde, département que vous connaissez malheureusement pour avoir été le théâtre des incendies de 2012 qui ont détruit une partie de ce massif forestier des Landes de Gascogne porté par le département de la Gironde et des Landes. Juste pour appuyer sur un point qu'a mentionné ma collègue Catherine Couturier sur la question des plans de gestion et du fait qu'il y a un souci effectivement sur aujourd'hui le fait que les prescripteurs de ces plans de gestion sont souvent ceux qui réalisent les travaux derrière et donc il y a réellement un conflit d'intérêt, j'allais dire, sur cette question-là. Ce n'est pas moi qui le dis, mais aussi les associations, les syndicats de propriétaires de mon département avec qui j'ai pu en discuter. Parce que ça aboutit à quoi? Effectivement, si vous êtes ceux qui avaient en charge d'écrire les plans de gestion et que derrière vous réalisez les travaux, voire même vous orientez derrière la destination du bois, forcément, vous n'allez pas forcément agir en fonction d'un intérêt du propriétaire forestier, voire même de l'intérêt général, mais plutôt de vos intérêts financiers à court terme, de vos intérêts économiques. Et cette situation, même si les seuils ont été descendus très récemment de 25 à 20 hectares pour avoir ces plans de gestion, aboutit à une situation dans mon département qui est la suivante, c'est que finalement, nous voyons maintenant ce massif forestier qui voit sa destination de transformation, ses rotations déjà plus courtes, raccourcies, des forêts qui sont exploitées de manière plus rapide, pour finalement avoir des débouchés qui sont soit vers la trituration, vers la pâte à papier, soit maintenant beaucoup vers le bois énergie. Et finalement, ce qui était une des vocations de la forêt, qui était de faire du bois d'œuvre, disparaît également, entraînant, ça a été mentionné aussi par Chantal Jourdan, entraînant la disparition d'une filière, notamment de scieries, de transformateurs, des produits issus de cette forêt qui peut être gérée tout à fait différemment. Donc je pense que là, on tient un point quand même, un nœud de la question forestière, en tout cas dans le massif des Landes de Gascogne, sur le fait de pouvoir aboutir à une gestion durable, respectueuse des temps longs, en dissociant d'une manière ferme, définitive, claire, la question de l'établissement des plans de gestion et la question de l'exploitation derrière forestière. Voilà, je voulais juste insister sur ce point-là. Il me semble éminemment important de le préciser. Voilà, merci en tout cas pour ce travail transpartisan et pour les collègues qui sont là. Bonjour à toutes et à tous. Manon Meunier, députée LFI NUPES de Haute-Vienne, également signataire. Je voulais à mon tour remercier Catherine chaleureusement pour son travail qui fait suite à la mission d'information et remercier aussi mes collègues Marie Pochon, Chantal Jourdan, Jean-Louis Bricou qui se sont joints à cette démarche et également Hubert Hoth, député du MoDem qui n'est pas avec nous mais qui fait de cette proposition de loi une proposition de loi transpartisane et je pense qu'il est important de le soulever et de le soulever une seconde fois et de redire aussi que cette mission d'information qui était à l'origine de cette proposition de loi a soulevé bien entendu la question du changement climatique et le risque que cela représente
par rapport à nos forêts. Mais il y a aussi ce risque qui est face à nous, qui est celui de la chute de la biodiversité, qui souvent est très peu considéré dans nos politiques publiques et qui est aussi au cœur de cette proposition de loi, qui a aussi été au cœur de la conclusion de la mission d'information, puisqu'en effet, les forêts sont de vrais réservoirs de biodiversité. Et je tenais à rappeler quand même quelque chose justement qu'on a souvent rappelé au cours de cette mission d'information, qui est qu'on a des objectifs en France, en théorie, qui sont ceux de la COP15, puisqu'on a signé les accords de la COP15 qui dit que la France doit protéger 30% de son territoire en faveur de la biodiversité. C'est notamment un engagement qu'Emmanuel Macron avait eu, disant d'ailleurs, nous protégeons déjà 30% de ces territoires, puisque pour les espaces terrestres, les parcs naturels régionaux sont inclus dans les 30%. Or, il apparaît aujourd'hui que dans ces parcs naturels régionaux et dans l'ensemble des 30% considérés par Emmanuel Macron, eh bien, les coupes rases sont autorisées. Je crois que ce n'est pas acceptable aujourd'hui de considérer que dans des espaces considérés protégés pour la biodiversité, on puisse avoir des pratiques telles que les coupes rases, qui sont en réalité des dévastations complètes pour la biodiversité, qui dérèglent totalement nos écosystèmes, qui ne sont plus acceptables. Et je crois que le gouvernement doit entendre cet appel. C'est une urgence que nous avons de protéger cette biodiversité parce que nous en sommes toutes et tous dépendants. Il ne s'agit pas simplement, au-delà de la préservation de l'environnement en tant que tel, qui est un patrimoine naturel pour nos enfants, c'est important, mais au-delà de ça, nous sommes dépendants de cette forêt, nous sommes dépendants de l'écosystème et de la biodiversité que ça représente, et c'est maintenant que nous devons prendre en main cette question politiquement. C'est aussi les conclusions de la mission, donc n'attendons pas plus, portons vraiment une démarche transpartisane. C'est un appel que nous faisons à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale, que nous appelons à rejoindre cette démarche transpartisane, parce que c'est maintenant que nous devons agir, et je crois que cette proposition de loi est soulignée par suffisamment d'organismes qui ont montré leur sérieux sur cette question-là, pour montrer que ce sont des solutions d'avenir que nous portons à travers cette proposition de loi. Je vous remercie. Peut-être avez-vous des questions? Allez-y. J'aurais deux questions. Une peut-être sur le fond, parce qu'on a les coupes rases, en fait, je suis Christelle Carrois du journal Forest Éthique, et donc souvent les professionnels ils disent si on voulait arrêter les coupes rases, il faudrait plusieurs années parce qu'on hérite de la forêt, on hérite d'une forêt qui a été cultivée pour faire des coupes rases si tous les arbres ont le même âge. Donc ça, est-ce que vous l'avez pris en compte? Est-ce que peut-être il y a une période de transition? Allez-y, deuxième question. La question, c'est sur les règles par rapport au dépôt d'une loi transpartisane dans la semaine parlementaire. Est-ce que ces nouvelles règles qui sont en discussion vous semblent plus favorables aux précédentes pour le devenir de ce texte? Sur les règles, je veux bien répondre. Oui, je te laisserai répondre, Jean-Louis, sur les règles. Voilà. Non, peut-être sur la question des coupes rases. Déjà, premièrement, dans ce texte, il y a un article qui définit ce que c'est qu'une coupe rase. Parce qu'aujourd'hui, la notion de coupe rase n'est même pas définie en tant que telle dans le Code forestier. Deuxièmement, sur la question, aujourd'hui, on a effectivement une forêt qui, sur certains territoires, où on a des arbres qui sont arrivés à maturation, et je vais reprendre la proposition, ce que Chantal et Loïc ont pointé, c'est que notre proposition, elle ne vise pas à dire on ne coupe plus d'arbres, mais il faut savoir exploiter la forêt de façon à ce qu'on puisse justement couper des arbres et les utiliser, notamment, je pense, dans la construction aujourd'hui et dans l'utilisation aussi parfois de produits connexes qui viseraient, par exemple, à l'isolation de l'habitat, parce que ça peut être de la laine de bois, et je pense qu'on a à travailler sur cette possibilité. Et donc, l'objectif, c'est de pouvoir vraiment gérer la forêt de façon durable. Et donc, c'est inutile aujourd'hui
de dire on va couper des arbres qui ont, je vais prendre un diamètre donné, 30 cm ou 40 cm, de les couper parce qu'à côté, on aura des arbres qui seront venus à maturation et qui seront utilisés pour, par exemple, la construction. Donc, c'est de pouvoir, c'est ça l'objectif dans l'interdiction des coupes rases. Ma question, en fait, c'est si tous les arbres sont prêts à couper, dans une en même temps, dans une forêt aussi, ils ont été plantés, je sais pas, mais il y a 50 ans, il y a 100 ans, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Si c'est interdit, comment on fait? Alors, nous avons pris en compte cette notion, c'est que dans le texte, nous avons limité les coupes rases, notamment, c'est surtout les forêts de résineux. Je pense, par exemple, dans ma région, on a planté du Douglas pendant, il y a maintenant 40 ans ou 50 ans, qui sont arrivés à maturation, mais l'objectif, c'est justement de limiter les surfaces à 4 hectares. Et notamment, aujourd'hui, il y a une pression très forte sur les feuillus. Et donc, dans le texte, on limite à 2 hectares pour les forêts de feuillus, avec aussi des conditions liées, par exemple, aux zones humides, où là, on diminue à 0,5 hectares. Sur aussi des zones pentues à 30%, on limite aussi à 0,5. Pour prendre en compte le fait que ces coupes rases, le constat bien souvent, c'est qu'il y a une dégradation des sols et dans la problématique aujourd'hui, notamment de retenir l'eau, on voit bien que les conséquences sont souvent dramatiques sur ces forêts. Jean-Louis ? La deuxième question. Ça va être vite à répondre parce qu'en fin de compte, on ne sait pas grand-chose. Mais simplement dire que apparemment la proposition de loi a déjà été déposée avec les signataires connus aujourd'hui. Donc possibilité pour un groupe, vous savez que chaque groupe parlementaire a une niche parlementaire et des journées pour pouvoir déposer ses propres textes. Et après, il y a des journées qui sont réservées pour les propositions de loi transpartisanes. Il y en a une de prévue, donc le 4 décembre et le 29 janvier. Alors, pour le 29 janvier, effectivement, on ne connaît pas, parce que là, pour le 4 décembre, je pense que c'est mort en termes de délai, ça ne pourra pas aller. Le bureau de l'Assemblée est en train de travailler sur les conditions d'éligibilité à ce que cette proposition de loi devienne transpartisane. Alors, les premières orientations, c'est qu'il y ait la signature de 2 présidents de groupe, c'est-à-dire pas membres de groupe, mais de présidents de groupe. Mais ce n'est pas acté complètement, mais c'est l'orientation qui semble être prise. Un de l'opposition, un de la majorité. Apparemment, il n'y a pas de condition de nombre de signataires ou d'origine des signataires de différents groupes politiques. Enfin, apparemment, ces conditions-là ne devraient pas être retenues. Il n'y a pas non plus, devrait sortir peut-être la condition d'être examiné sur le fond par la commission désignée sur le fond. C'est-à-dire que ce soit examiné en amont, donc ce ne serait pas forcément retenu. Donc pour l'instant, on n'en sait pas plus. On attend les conclusions un petit peu du bureau pour savoir si effectivement cette proposition de loi, et ça Catherine, tu te renseigneras, quand les éléments seront connus pour dire qu'elle est transpartisane ou pas, est examinée dans ces fameuses journées du 4 décembre ou du 29 janvier. Sur ce point, je vais peut-être rajouter un élément. Comme je l'ai dit dans mon introduction, notre objectif, alors aujourd'hui, nous sommes un certain nombre de signataires qui sont, parce qu'on a travaillé ensemble. L'objectif, c'est que cette PPL, elle puisse être plus largement signée, et notamment de proposer aux différents présidents de groupe de pouvoir la signer et nous permettre ainsi qu'elle rentre dans le cadre qui sera a priori défini pour l'avenir. Je vais juste ajouter une chose que j'ai oublié de dire. Je voulais associer Stéphane Delautrette, donc député socialiste également, voilà, à mes propos. J'ai oublié de le faire tout à l'heure. Ouais, sinon il va te... D'autres questions? Non? Oui? Non? Non? Eh bien,
Merci. Merci.